Bon, ça rigole plus, ça commence maintenant. C'est astronomical. J'espère que vous pouvez entendre. Je suis Lina, je viens de l'Observatoire de Paris. Je ne parle très bon français, mais vous ne inquiétez pas parce que les deux présentateurs ils parlent un français parfait et sans erreur grammaticale. C'est ce que disaient mes profs de français. Donc, je commence avec une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avant à Astronomical? Et je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois. Merci. Et ce soir, on va essayer quelque chose de nouveau, beaucoup de choses de nouveau. Pour la première fois, c'est notre premier événement en français. C'est la première chose nouvelle. Et la seconde, on change un peu de format ce soir parce que normalement, nous avons deux présentateurs. Voilà. Mais on présente deux choses séparées. Mais dans ce cas, nous avons une présentation complète par les deux. Et je vous propose que nous réservons toutes les questions, commentaires, suggestions pour après la présentation. Et maintenant, je vous présente les deux présentateurs d'aujourd'hui. On commence avec Lena Arthur. Elle est doctorante. C'est l'esprit qui en fait avec astronomie en table. Donc, Lena est doctorante au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, APC, à l'Université Paris-Cité. Elle présentera son travail aujourd'hui. Elle travaille sur les contreparties électromagnétiques à la fusion de binaires du trou noir. Donc, c'est le thème, trou noir. Et en plus, les trous noirs supermassifs dans les stades peu avancés de leur fusion. Lena utilise des stimulations numériques pour étudier l'impact gravitationnel du trou noir compagnon sur les disques d'accrétion qui entourent un des trous noirs de la lumière. Ces simulations permettent d'étudier l'émission électromagnétique de ce disque d'accrétion via des modèles à différentes longueurs d'onde. Le but est d'étudier dans quelle mesure il est possible de différencier observationnellement l'émission de ces disques par rapport au signal émis par le disque d'accrétion entourant un trou noir supermassif isolé. Maintenant, je présente le deuxième présentateur, c'est Pierre-Alexandre Dubert. Pierre-Alexandre est postdoc aussi à APC. Il travaille sur l'astronomie multimessagère, en particulier sur les stratégies de suivi avec les télescopes LSST, peut-être il peut expliquer ça et le satellite Athéna, des binaires de trous noirs supermassifs détectés pour le satellite LISA. Auparavant, il a travaillé dans la collaboration Kempo sur la recherche et la localisation à faible latence de d'ondes gravitationnelles. Il a également été impliqué dans les réseaux de télescopes Grandma. This is not your grandmother that we are talking about. Des télescopes ayant pour objectif de rechercher et caractériser les contreparties électromagnétiques aux ondes gravitationnelles. Donc, avec ces deux présentations, je vous invite de prendre la bière, d'être avec votre ami, votre collègue et d'écouter les deux présentations. Merci. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Astronomie on Tap qui organise ces conférences, qui réserve le bar. Merci Sophia. Du coup, au début, on voulait revenir sur ce que c'est qu'un trou noir, avec l'idée très newtonienne du trou noir. Du coup, ça c'est deux personnes qui travaillaient au XVIIe siècle, John Mitchell et Simon de Laplace. Et en gros, ils se sont dit, si on prend la physique newtonienne, qu'on est sur Terre et qu'on lance une balle, elle retombe. Si on la lance suffisamment vite, elle peut s'extraire du potentiel gravitationnel terrestre et ne jamais retomber. Sauf que en physique, à cette époque, on commence à se rendre compte que la vitesse de la lumière, elle est finie.
Donc, si on a un corps suffisamment massif dans une région de l'espace suffisamment petite, il faudrait lancer un objet plus vite que la vitesse de la lumière pour qu'il puisse s'extraire de ce corps. Et c'est là qu'ils se sont dit, bah, ce serait un trou noir. Ils ont fait des calculs et ils ont trouvé qu'il faudrait mettre la masse du Soleil dans un rayon de 3 km. Et du coup, ça, c'est resté une idée très théorique jusqu'à ce qu'on se rende compte que potentiellement les trous noirs peuvent exister dans l'univers. La version la plus facile, c'est la fin de vie des étoiles. Du coup, sur ce diagramme, vous avez comment évoluent les étoiles en fonction de leur masse. Sur la première ligne, c'est l'évolution que va suivre notre Soleil. Nous, on est là. Il va devenir une géante rouge, une nébuleuse planétaire et une naine blanche. Mais pour les objets plus massifs, à la fin, il y a une explosion en supernova et les objets deviennent des objets compacts, donc beaucoup de masse dans une très faible région de l'espace. Et ça, c'est les étoiles à neutrons et les trous noirs. Et du coup, c'est de ces objets qu'on va vous parler aujourd'hui. Ici, on va parler d'objets compacts de masse stellaire, parce que c'est la fin de vie d'une étoile, donc c'est des objets qui ont une masse de quelques masses stellaires. Et puis on s'est aussi rendu compte que... Ah oui, non, pardon. Pour les observer, un trou noir émet pas de lumière. Donc typiquement, il faut avoir de la matière qui tombe dessus. Donc là, c'est une image, c'est une vue d'artiste avec une binaire. Donc c'est deux étoiles ensemble. Une a évolué en trou noir et l'autre perd de la matière vers le trou noir. Ça forme un disque d'accrétion. Et du coup, on peut observer un trou noir parce qu'il y a de la lumière émise par l'environnement qui est autour. Et on sait aussi qu'il y a des trous noirs supermassifs. Donc ça, on parle de 1 million à 1 milliard de fois la masse du Soleil, et c'est au centre des galaxies. Et là, pareil, ils accrètent suffisamment de matière pour que le gaz émette un signal électromagnétique puissant, et on peut les observer. Donc ouais, moi je voulais commencer par remercier aussi les organisateurs et organisatrices de l'Astronomie Unplugged. Alors, donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent pour les trous noirs, c'est que c'était pas possible de les observer directement parce qu'ils n'émettent pas de lumière, presque par définition. Mais une manière de les observer, c'est de détecter les ondes gravitationnelles qu'ils émettent, et en particulier lorsqu'ils se situent sous forme de binaire, c'est-à-dire qu'il y a deux trous noirs qui se tournent autour l'un de l'autre, émettent des ondes gravitationnelles et finissent par fusionner. Alors pour comprendre ce que c'est une onde gravitationnelle, il faut revenir en 1915 et à la théorie de la relativité générale qui est publiée cette année-là par Albert Einstein, qui décrit la force de gravitation, c'est-à-dire les interactions entre deux objets massifs, comme une propriété géométrique de l'espace-temps. Et partant des équations de la relativité générale, en 1916 sont prédites les ondes gravitationnelles, qui sont en fait des perturbations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière, un peu à la manière dont on aura une perturbation qui se déplacerait à la surface de l'eau après qu'on ait jeté un caillou dans un lac. Et donc l'effet qu'ont ces ondes gravitationnelles, qui sont donc ces perturbations de l'espace-temps, c'est de contracter et de dilater les distances entre les objets, un peu de la manière dont c'est affiché sur cette animation. Donc il y a deux modes, deux polarisations pour les ondes gravitationnelles, le mode plus ici et le mode 3 là. Et donc ça va changer la différence, donc c'est un effet qui est extrêmement faible, mais qui est mesurable néanmoins, de dilatation et de contraction des distances entre les objets. Et donc ces prédictions théoriques des ondes gravitationnelles datent de 1916, les premières preuves quoiqu'à direct datent de 1974 et ont été apportées par Holtz et Taylor, qui sont deux astrophysiciens qui ont observé une binaire de pulsars, c'est-à-dire deux étoiles à neutrons qui émettent des impulsions radio de manière extrêmement régulière. Et donc en suivant ce pulsar-là, ce binaire de pulsars ici, pendant plusieurs années, ils sont aperçus qu'il y avait une diminution de la fréquence des impulsions radio qui ont expliqué par le fait que les deux objets se rapprochaient de plus en plus parce que la binaire perdait de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles. Alors, à l'heure actuelle, on peut détecter maintenant directement les ondes gravitationnelles en utilisant ce qu'on appelle les interféromètres de Michelson, donc l'interféromètre géant. Donc vous avez ici un schéma qui est représenté, donc ça c'est l'interféromètre Virgo. Donc le principe de l'interféromètre, c'est d'utiliser un laser qui envoie un faisceau sur une séparatrice ici, qui va séparer le faisceau en deux morceaux et qui va les envoyer dans deux bras qui se forment le détecteur, donc en forme de L. Chaque bras ici, la courbe Virgo fait 3 km, d'où le nom interféromètre géant. Une fois que ce faisceau laser il arrive sur le miroir en fin de bras, le rayon est réfléchi, pareil pour ce deuxième bras, là sur la lame séparatrice qui envoie cette fois les faisceaux sur un capteur en sortie qui s'appelle une photodiode qui va permettre de savoir si oui ou non il y a un signal laser qui est détecté
en signal de sortie. L'astuce de l'interféromètre, c'est de faire des bras qui sont précisément de la même longueur, ce qui va permettre de faire interagir le faisceau laser avec lui-même pour créer des interférences et couper le signal de sortie. Donc, tant qu'il se passe rien, quand l'interféromètre est réglé, il n'y a pas de signal sur la photodiode. Et si on se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure sur les ondes gravitationnelles qui ont tendance à contracter et dilater de longueur, quand une onde gravitationnelle passe dans l'instrument, ça va changer la taille relative des bras de manière imperceptible, mais mesurable, et ça va donc détruire les interférences en sortie et créer un signal sur le capteur de fin. Et donc, à l'heure actuelle, donc, il y a 4 interféromètres qui existent. Donc, les détecteurs LIGO à Hanford et Livingstone sont les détecteurs américains qui ont des bras de 4 km chacun. Le détecteur européen qui est situé près de Pise, Virgo, qui a des bras donc de 3 km. Et un 4e détecteur japonais qui s'appelle Kagra. À noter que Kagra, pour l'instant, est toujours en phase de design et en phase de développement, parce qu'il a 2 particularités par rapport aux 3 autres. C'est que d'une part, il est situé sous terre, et que d'autre part, il utilise une technologie de cryogénie pour essayer de diminuer les bruits dans l'interféromètre et de le rendre plus sensible une fois qu'il aura atteint son design final. Alors, la première détection, elle date de 2015, donc ça a été le signal qu'on a appelé GW150914, donc ça c'est juste la date, et ça veut dire Gravitational Waves. Et donc elle a été détectée pendant le premier run de LIGO, donc le run O1, où Virgo n'était pas encore allumé, il y avait juste les 2 détecteurs Hanford et Livingstone. Et donc, ce jour-là, ce qui a été détecté, c'était une fusion de trous noirs, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc 2 trous noirs qui sont en orbite l'un autour de l'autre, qui en fait émettent des ondes gravitationnelles, perdent de l'énergie parce qu'ils émettent ces ondes, et se rapprochent de plus en plus, jusqu'à ce que les 2 trous noirs finissent par fusionner et coupent le signal d'ondes gravitationnelles. Et donc c'est ce type d'événement qui a été détecté en 2015. Donc on voit ici, là, le signal tel qu'il a été détecté dans Hanford, et ici dans Livingstone. Donc au début, le signal est présent, mais trop faible pour être détecté, donc il n'y a que du bruit. Puis on commence à avoir des oscillations qui correspondent en fait à l'onde gravitationnelle qui est détectée par l'interféromètre, pareil ici, et donc ce qui a permis d'être certain que c'était effectivement une onde gravitationnelle et pas un bruit qui avait été détecté par les instruments, c'est que les 2 signaux sont dans les 2 détecteurs qui sont séparés de plusieurs centaines de kilomètres, étaient particulièrement similaires. Et ici, ce qu'on voit, c'est le signal théorique qu'on a en résolvant directement les équations de la relativité générale, et étant donné la ressemblance, c'est ça qui a permis de conclure qu'effectivement c'était une onde gravitationnelle qui avait produit le signal et pas autre chose. Alors, une autre manière d'observer en fait ce signal, c'est de regarder comment évolue la fréquence des oscillations ici. Et donc, c'est ce qui est en fait dans ce graphe-là, où on voit en fait un signal qui est presque plat au début, puis qui commence à monter jusqu'à disparaître au moment où les 2 trous noirs fusionnent. Et donc, ce type de signal, c'est ce qu'on appelle un chirp. Donc ça, vous voyez le chirp dans Livingstone, là dans Hanford. Et donc, c'est exactement la forme du signal qu'on attend lorsque 2 objets compacts fusionnent et émettent des ondes gravitationnelles. Alors, suite au premier run d'observation O1 a eu lieu donc O2, qui a eu lieu en 2017, pendant lequel donc les deux interféromètres LIGO ont pris des données. Virgo a rejoint en cours de route, et le 17 août 2017 s'est produit un événement extrêmement important pour l'astronomie gravitationnelle et l'astronomie en général, qui s'appelle GW170817. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, les détecteurs LIGO ont vu un signal d'onde gravitationnelle qu'on reconnaît bien là, donc le chirp qu'on décrivait tout à l'heure. Sauf que cette fois, le signal n'a pas été émis par 2 trous noirs qui fusionnaient, mais 2 étoiles à neutrons, donc ce sont aussi des objets que Léna a mentionné un peu tout à l'heure. Et la différence principale entre une étoile à neutrons et un trou noir, c'est que l'étoile à neutrons contient de la matière. Et donc, au moment où les 2 étoiles se sont percutées, de la matière a été éjectée, et c'est ça qui a produit ce qu'on appelle un rayonnement électromagnétique, donc qui a émis des photons, qui ont ensuite été détectés sur tout le spectre électromagnétique. Et en particulier, le satellite Fermi, 2 secondes après la fin du signal d'onde gravitationnelle, a vu, lui, une bouffée de rayons gamma, donc des photons très énergétiques, environ 2 secondes après. Et donc, ce qui a été soupçonné à ce moment-là, c'est que comme il y avait une coïncidence temporelle, c'était peut-être la même source qui émettait 2 signaux différents. Et ça a été confirmé un peu plus tard, parce que ici, ce qu'on voit en vert, c'est la région dont reconstruite par LIGO, d'où peut avoir été émis ce signal-là. En bleu, c'est la région d'où peut avoir été émis ce signal-là. Et on voit que les 2 régions, se superposent. Ce qui renforce l'idée qu'en fait, c'est la même source qui a été observée à la fois en rayon gamma et à la fois en ondes gravitationnelles.
Et donc cette coïncidence, une fois qu'elle a été observée en 2017, elle a déclenché une campagne d'observation mondiale. Donc tous les télescopes du monde ont commencé à scanner la zone ici en vert. Et donc une dizaine d'heures après, il y a le télescope qui s'appelle SWOP, qui a observé donc cette galaxie qu'on voit ça et qui a vu un objet qui n'était pas là avant. Et ça, c'est ce qu'on appelle une kilonova. Donc en fait, c'est l'émission électromagnétique dans le domaine optique, donc avec les longueurs d'onde visibles, qui a été détectée par SWOP et de manière indépendante par plusieurs télescopes, donc ici DLT40, VISTA, Master et d'autres. Et donc ce qu'on venait d'observer, c'est la première kilonova confirmée, donc on est sûr que c'était bien ça, et qui est associée à la fusion de ces deux étoiles à neutrons. Donc ce transitoire, il a été observé pendant plusieurs semaines et caractérisé. Une dizaine de jours après la détection non gravitationnelle, le satellite Chandra, qui lui détecte plutôt des rayons X, a lui aussi vu apparaître une source à la même position que le signal optique qui avait été détecté quelques heures après le gravitationnel. Et 15 jours après 1708-17, le radiotélescope VLA a lui aussi vu une source émettant en radio à la même position. Donc tous ces signaux électromagnétiques sont en fait proviennent de la même source que celle qui a produit l'onde gravitationnelle. Et c'est ça qui a constitué l'événement GW 1708-17. Et donc Ouais. Alors, ce qui a été observé, donc c'est quelque chose, alors c'est pas des simulations très particulièrement réalistes, mais c'est grosso modo ce qui s'est passé. Donc vous voyez les deux étoiles à neutrons qui émettent des ondes gravitationnelles se collisionnent. Hop, encore un peu. Voilà, stop. Merci. Et donc qui ont. Pardon. Donc les deux étoiles sont en rotation, perdent de l'énergie par onde gravitationnelle. Donc ça, c'est le signal qui est détecté dans les interféromètres LIGO. Il y a la collision des deux objets qui éjectent de la matière. Donc dans un premier temps, ce qu'on observe, c'est un jet collimaté ici, donc assez étroit, qu'on appelle le sursaut gamma. Et c'est ça qui a été détecté par Fermi. Donc la matière est jetée sous forme de jet. Il y a des ondes de choc qui se produisent dans ce jet, qui émettent des rayonnements de haute énergie qui sont détectés, qui ont été détectés par Fermi. Alors ça, c'est une autre partie de la matière qui a été éjectée dans le coin équatorial ici, et c'est ça qui a mis la kilonova, donc qui est un transitoire qui est au début très bleu parce qu'il est très chaud, et c'est ça qui a été observé par les télescopes au sol, et notamment SWOP, qui a été détecté et suivi ensuite pendant plusieurs semaines. Donc au début, le transitoire est très bleu, et en refroidissant, il rougit. Encore un tout petit peu. Et donc ici, c'est toujours la kilonova qui est rouge, parce qu'elle a commencé à refroidir. Et ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle l'afterglow. Donc en fait, le jet de matière qui a été émis au début a évolué, s'est propagé, a percuté le milieu interstellaire, donc la matière qui environne la source, a interagi avec. Et ce qu'on observe ici, ce qu'on appelle donc l'afterglow, quand le jet de matière percute le milieu environnant, et c'est ça qui a été d'abord observé en rayon X par le satellite Chandra, et en ralentissant, l'énergie des photons diminue, et donc plusieurs jours après avoir été vraiment ralenti, là ça est plutôt dans les ondes radio, et c'est ce qui avait été détecté en 2017 par le radiotélescope VLA. Alors cet événement, il est absolument majeur, parce qu'il a marqué un des premiers événements d'astronomie multimessager. Alors, avant de revenir sur ce qu'est l'astronomie multimessager, il faut comprendre ce que veut dire messager ici. Donc, il y a plusieurs manières d'observer l'univers, il y en a 4. Donc, la plus commune et celle qu'on connaît assez bien, c'est plutôt donc les photons et les ondes électromagnétiques qu'on observe donc dans le domaine visible avec les télescopes, mais aussi dans les rayons gamma, par exemple avec Fermi, les rayons X avec Chandra, et après il y a aussi donc des radiotélescopes et des instruments qui observent dans les UV, et les infrarouges. On a déjà parlé des ondes gravitationnelles qui, depuis 2015, maintenant, sont détectées de manière assez régulière par LIGO et Virgo. La troisième manière d'observer sont les rayons cosmiques. Donc, il y a des sources astrophysiques qui émettent des particules chargées, notamment des protons et des noyaux légers, qui sont accélérés et ensuite interagissent dans la haute atmosphère avec les molécules qui s'y trouvent et créent ce qu'on appelle donc des cascades de particules qui sont détectées au sol et notamment par ici des réseaux de cubes qui constitue l'observatoire Pierre-Auger. La quatrième et la dernière manière d'observer l'univers sont les neutrinos,
qui sont des particules très légères et qui interagissent extrêmement peu avec la matière, mais qui sont produits massivement dans l'univers, notamment par les étoiles, parce qu'ils sont produits lors de processus radioactifs et de fusion. Et à titre d'exemple, chaque seconde, chaque centimètre carré de votre peau est traversé par 65 milliards de neutrinos qui n'interagissent absolument pas avec vous, qui juste vous traversent, qui même traversent la Terre, sans jamais interagir. Et donc, il existe néanmoins quelques détecteurs donc, de neutrinos dans le monde. Et donc, ce qu'on voit ici, celui-ci, c'est Super Kamiokande, qui est au Japon, pas très loin de Kagra d'ailleurs. Et donc, pour avoir une chance d'observer un ou deux neutrinos quand ils passent, on fait des grandes cuves remplies d'eau. Et quand un neutrino interagit avec la matière qui est dans la cuve, ça crée à nouveau des cascades de particules qui sont ensuite projetées ici sur les parois du détecteur et interagissent avec des sortes d'ampoules qu'on voit ici, qui sont des photomultiplicateurs, qui vont créer ensuite un signal qu'on peut interpréter. Et donc l'astronomie multimessager, c'est donc observer un même événement ou une même source astrophysique avec au moins deux messagers différents. Donc la première observation qu'on avait eue en astronomie multimessager, donc c'est une observation conjointe avec des photons des ondes électromagnétiques et de neutrinos. Et donc ça a été la supernova 1987A qui a été donc observée en 1987, qui est une supernova, donc une explosion d'une étoile en fin de vie, qui a eu lieu dans le Grand Nuage de Magellan, qui est en fait une petite galaxie satellite de la Voie lactée. Et quelques heures avant qu'on détecte effectivement l'émission lumineuse associée à l'explosion, il y a 3 détecteurs, donc Kamiokande, IMB et Bakshan, qui ont détecté, eux, une bouffée de neutrinos qui venait de la même région où la supernova a explosé, et donc qui a permis en fait de comprendre tous les processus qu'il y avait au moment d'une étoile qui explose. Et donc la supernova, ça c'est une image de ce qui est donc, beaucoup plus récente, et de ce qui reste de l'étoile après son explosion. Et donc le deuxième événement qu'on a eu en astronomie multimessager, donc c'est JOW 170817, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, a combiné des observations de photons d'ondes électromagnétiques et d'ondes gravitationnelles. Et donc l'intérêt de ce type d'observation, c'est que les deux messagers n'apportent pas les mêmes informations. Donc pour les photons, on a des informations sur l'éjecta, notamment toute la matière, à quelle vitesse elle a été éjectée, qu'est-ce qu'il y avait dedans, une localisation précise, des informations sur l'environnement, et notamment tout ce qui est relié avec l'afterglow qu'on a vu tout à l'heure. Les ondes gravitationnelles, en revanche, informent plus sur la source elle-même. Donc, quelles étaient les masses des objets qui ont émis l'onde gravitationnelle. Ça donne une information aussi sur la distance, qui est extrêmement importante pour faire de la physique après. Et un timing assez important sur quand est-ce que les étoiles ont, en fait, se sont collisionnées, la matière a été éjectée. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est à nouveau l'image de la galaxie qui contenait la kilonova, qui a été observée par le télescope spatial Hubble, et on voit la kilonova ici qui devient de plus en plus faible au fur et à mesure que le temps passe. Alors, l'astronomie multimessager, c'est relativement compliqué parce qu'il faut avoir des télescopes pour observer les différents portes messagers physiques, mais c'est extrêmement important aussi de continuer à étudier, et c'est un domaine de recherche qui est très actif à l'heure actuelle, parce que ça couvre en fait, quand on observe des observations conjointes, on couvre énormément de domaines de physique différents. Alors, quelques exemples ici, donc la cosmologie, qui est donc l'étude de l'univers aux grandes échelles. Et un problème qui est très étudié à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la tension de Hubble, pour lesquelles en fait on essaie de mesurer une constante qui s'appelle H0, qui permet de décrire la vitesse d'expansion de l'univers. Et donc il y a plusieurs méthodes pour estimer cette constante, et elle donne des résultats qui sont incompatibles, ce qui est un problème quand on mesure une constante. Et donc observer de nouvelles observations conjointes, ondes gravitationnelles et l'émission électromagnétique, ça permettrait avec suffisamment d'événements de lever ce problème ici. Un autre problème qui est plutôt lié cette fois à la physique nucléaire, c'est la synthèse qu'on appelle des éléments lourds. Donc plutôt tous les éléments qui sont situés ici dans le tableau périodique et tous ceux qui sont en orange. Une manière d'expliquer leur présence dans l'univers, c'est qu'ils soient synthétisés lors de coalescence d'étoiles à neutrons. Donc ça aussi, c'est un domaine relativement actif pour la physique nucléaire. Et donc un dernier exemple, c'est donc la physique des étoiles à neutrons, donc qui sont les objets qui ont été impliqués dans 170817, parce que ce sont des objets donc qui sont extrêmement complexes et notamment assez mal connus, en particulier toute la structure interne d'une étoile à neutrons, et pour l'instant extrêmement difficile à modéliser, à décrire et même à observer. Et donc de nouvelles observations multimessagers permettraient aussi d'apporter des nouvelles informations dans ce domaine-là. Après, il y en a plein d'autres. Et c'est pour ça que, étant donné l'importance et les potentielles découvertes majeures par ce domaine, il y a eu beaucoup de réseaux qui ont été créés, beaucoup de moyens qui ont été mis
pour faire de nouvelles observations. Et en particulier, en 2018, a été créé le réseau qui s'appelle GRANDMA à Orsay, donc qui en fait consiste à la mise en commun de ressources par une trentaine de télescopes, donc qui à la base faisait pas du tout de suivi d'alerte ondes gravitationnelles, mais maintenant ils ont mis leurs ressources en commun pour essayer justement de maximiser les chances de détection et de caractérisation de nouvelles kilonovas ou de nouvelles émissions associées à des ondes gravitationnelles. Donc dans GRANDMA, il y a des télescopes avec des petits et des grands champs de vue, c'est-à-dire que certains couvrent une toute petite partie du ciel avec une seule image, tandis que d'autres des surfaces beaucoup plus grandes. Et donc ça va influencer sur la manière dont on organise les observations. Et donc rattaché à GRANDMA, il y a aussi un programme amateur qui s'appelle Kilonova Catcher. Et en fait, là, c'est vraiment donc des personnes qui ne sont pas professionnelles, des gens qui ont les télescopes dans leur jardin et qui, quand il y a une alerte LIGO-Virgo, sont contactés par GRANDMA pour qu'ils puissent eux aussi, elles et eux aussi, faire des observations et essayer de participer aux campagnes de suivi de LIGO et Virgo. Et donc après O1 où il y a eu la première détection gravitationnelle, O2 où il y a eu 170817 et donc la campagne O3 qui s'est déroulée de avril 2019 à mars 2020 où il y a 56 alertes donc ondes gravitationnelles qui ont été produites par Virgo et sur ces 56 alertes, 49 ont été suivies par GRANDMA avec un délai typique d'une heure et demie entre la détection d'ondes gravitationnelles et les premières observations dans le télescope, ce qui reste une performance étant donné qu'il y avait une quarantaine de télescopes à gérer en même temps et pour savoir qui pouvait observer et quand. Et donc, dans le cas où on avait un suivi qui était lancé, ce qui se passait, c'est donc ici en orange, vous voyez la zone d'où peut avoir été émis l'onde gravitationnelle d'après LIGO et donc et Virgo. Et donc, vous avez ici les observations qui ont été faites par les télescopes de GRANDMA. Donc, les carrés qui sont en vert en haut correspondent aux observations par les télescopes à grand champ de vue. Donc, chaque carré correspond à une image. Et donc l'idée avec les télescopes à grand champ de vue, c'est d'essayer de couvrir le plus possible de cette région pour voir si des signaux qui n'étaient pas là auparavant sont apparus. Donc chaque image ici a été prise, on a regardé si quelque chose, un objet qui était inconnu était apparu. En revanche, pour les télescopes à petit champ de vue, donc qui ont fait des observations ici qui sont sous forme de points blancs et violets, on peut pas raisonnablement essayer de couvrir le plus de cette surface qui est gigantesque. Donc dans ce cas-là, on va plutôt leur donner des listes de galaxies qui sont présentes et qui sont connues et présentes dans la région de LIGO-Virgo. Et ensuite, chaque télescope va observer la liste de ces galaxies et voir si de nouveau quelque chose est apparu dans ces galaxies qui pourrait être relié à l'onde gravitationnelle. Donc vous voyez qu'il y a aussi des observations à ce moment-là en 2019 qui avaient été faites par Kilonova Catcher. Malheureusement, donc il n'y a pas eu de détection nouvelle multimessager pendant O3. En revanche, le fait que GRANDMA a réussi à couvrir des zones importantes et des régions importantes et significatives de certaines alertes, ça a permis au moins de contraindre certains paramètres, notamment en tout ce qui est la quantité de matière éjectée pendant les événements. Alors après, après 2020, il y a eu un break de près de 3 ans. Et donc il y a la campagne O4 qui a commencé donc en mai 2023, qui a duré jusque fin février de cette année, pour la première partie. Il y a eu un break de 1 mois en mars dernier, pour justement faire de la maintenance sur les instruments. Et il y a 2 semaines, la campagne O4 a repris pour LIGO-Virgo, et donc depuis 2 semaines, GRANDMA fait de nouveau des suivis des alertes qui sont produites par les interférométres. Donc, jusqu'à maintenant, ce dont on a parlé, ce sont des objets qui avaient été produits par des explosions d'étoiles plutôt, donc ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, qui font quelques dizaines de fois la masse solaire, et des étoiles à neutrons qui font une fois et demie à 2 fois la masse du Soleil. Et donc pour la suite de la présentation, on va parler d'objets beaucoup plus massifs en changeant complètement d'échelle, donc des trous noirs supermassifs, qui eux font plusieurs millions, plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Et donc je relaisse de nouveau la place à Léna. Merci. Parce que je reviens le rappeler. Ah, tu peux C'est quoi? Alexandre. Du coup, les trous noirs supermassifs, on sait qu'ils existent au centre des galaxies par différentes informations. Notamment, le trou noir au centre de notre galaxie, son environnement est très peu lumineux. Du coup, c'est complètement sombre. Mais on sait qu'il y a un trou noir supermassif parce qu'on a suivi les étoiles qui sont au centre de la galaxie et leur trajectoire. Et du coup, connaissant leur vitesse, on a pu déduire la masse de l'objet central, qui est forcément à l'intérieur de l'orbite de la plus petite orbite des étoiles. Et du coup, grâce au suivi des étoiles au centre de la galaxie, on sait qu'il y a un trou noir supermassif d'une masse de 4 millions de masses solaires. Ça, c'est
la meilleure preuve qu'on ait de l'existence des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Et ensuite, récemment, il y a aussi eu des observations dans le domaine radio, donc assez peu lumineux. Sagittarius A étoile, c'est encore notre trou noir supermassif. Et M87, c'est un trou noir d'une galaxie voisine. Et du coup, ces observations, elles ont lieu avec plein de télescopes radio partout sur Terre, qui chacun enregistre une petite partie du signal. Et à la fin, c'est comme si on avait un télescope avec une surface collectrice qui faisait la taille entière de la Terre. Et c'est pour ça qu'on réussit à avoir des images avec une très forte résolution angulaire et qu'on a pu aller voir ce qui se passe juste autour des trous noirs. Du coup, ici, c'est la matière, c'est le signal électromagnétique qui est émis juste à la limite entre le trou noir et pas le trou noir. Donc, on a vraiment le tour du trou noir supermassif. Donc, ça, c'est une autre preuve qu'au centre de notre galaxie, il y a un trou noir supermassif. Et ensuite, il y a des trous noirs qui accrètent beaucoup de matière. Donc, la matière, elle émet un signal électromagnétique puissant. Et du coup, on peut avoir le signal électromagnétique qui vient de ce trou noir et les observer. En fonction, là, vous avez vu qu'il y a des jets. En fonction de comment est-ce que nous, on est positionné par rapport aux jets, on a différents types de galaxies. C'est, par exemple, si vous avez déjà entendu parler des blazars, des quasars, CFR, tout ça, c'est les mêmes objets, mais vus avec des angles différents. Ensuite, la deuxième idée, donc là on a dit il y a un trou noir supermassif au centre de chaque galaxie. Et la deuxième idée, c'est celle qui est dans cette vidéo, c'est que on sait par les modèles de cosmologie que les galaxies elles vont fusionner plusieurs fois au cours de leur existence. Donc là, c'est un lien entre des simulations numériques qui simulent les étoiles. Et ensuite là, on va voir un lien avec une là c'est une vraie observation. Du coup, on voit des galaxies fusionner. On a un modèle qui prédit et on l'a observé. Donc là, on voit différentes images d'étoiles avec des galaxies qui sont en train de fusionner et le lien avec des observations. Du coup, s'il y a un trou noir supermassif au centre de chaque galaxie et que les galaxies fusionnent, on s'attend à ce que dans la galaxie résultante, les deux trous noirs supermassifs s'apparient et forment une binaire de trous noirs supermassifs au centre de la galaxie. Le problème, c'est que on n'a pas d'observation directe de ces objets parce qu'ils sont trop loin, donc on peut pas voir deux points. Ça, c'est l'objet pour lequel on a les deux trous noirs supermassifs les plus proches l'un de l'autre, mais ils sont à 7 parsecs, donc c'est une unité astrophysique, mais en fait ils sont encore très loin l'un de l'autre. On n'a pas de télescope avec une résolution angulaire suffisante pour aller voir des trous noirs s'ils étaient plus proches. Du coup, on s'attend à avoir des binaires de trous noirs supermassifs, mais pour le moment, on n'a aucune observation directe de ces objets. Donc, on n'a pas de preuves directes. Je reviens un tout petit peu. Donc, à nouveau, donc, il y a des difficultés à observer les trous noirs avec les ondes électromagnétiques. Donc, de nouveau, ce qu'on va faire. Et donc, on va de nouveau repasser par les ondes gravitationnelles. Donc, pour observer des trous noirs, des binaires de trous noirs supermassifs très proches, on va d'ici 2035 devrait être lancé donc le satellite LISA, qui est en fait constitué donc de 3 instruments qui forment ici une constellation triangulaire où chaque instrument tire un laser sur les deux autres pour faire à nouveau un interféromètre, un peu comme ce qu'on avait pour LIGO et Virgo, afin de détecter les ondes gravitationnelles qui seraient émises par ces binaires de trous noirs supermassifs. La différence principale ici, c'est que les ondes gravitationnelles détectées par LISA sont de beaucoup plus basse fréquence, ici entre 0,1 et 100 millihertz, comparé aux kilohertz qui sont détectés dans LIGO et Virgo. Donc ce que vous voyez ici, donc c'est la courbe de sensibilité de LISA, et donc tout ce qui se situe au-dessus est détectable. Et en particulier, on voit ici avec les signaux orange, donc les binaires de trous noirs supermassifs qui constituent l'une des sources attendues principales pour LISA. Et donc une autre différence majeure avec LIGO et Virgo, c'est la durée de ces signaux dans LISA. Ici, donc LIGO Virgo détecte des signaux qui durent quelques millisecondes, ou quelques fractions de secondes. Là, les signaux resteront visibles par LISA quelques jours à quelques mois pour certains cas, ce qui va permettre d'essayer de faire ce qu'on appelle la détection avant coalescence. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le même signal détecté à plusieurs instants avant la collision des deux objets. Et vous voyez que plus on s'approche du merger, et donc de la fusion, plus la région possible d'où peut avoir été émis le signal se réduit. Et c'est ce qui va permettre d'essayer de chercher
des émissions électromagnétiques qui sont associées à des binaires de trous noirs supermassifs et proches proche de la fusion. Merci. Et donc, pour comprendre ce qu'on va chercher ensuite comme signal et qui va guider les stratégies d'observation, il faut comprendre l'environnement qu'il y a dans les binaires de trous noirs très proches de la fusion. Donc, en dehors donc, de la binaire, vous avez ce qu'on appelle le disque circumbinaire, qui a 10 de matière en accrétion autour des deux trous noirs. Plus proche de chacun des trous noirs, vous avez ce qu'on appelle deux petits disques d'accrétion qu'on appelle les mini-disques, qui en fait récupèrent la matière depuis le disque circumbinaire via des flots de gaz qui tombent en fait ici sur les deux trous noirs de la binaire, avec une cavité qui se forme quand on s'approche de la coalescence. Et donc la chose importante à noter ici, c'est que donc, le disque circumbinaire ici, lui, émet plutôt du rayonnement visible, donc dans l'optique, alors que les mini-disques sont beaucoup plus chauds et émettent eux dans les rayons X, ce qui va en fait contraindre aussi les observations et quels observatoires sont capables d'observer ce type d'objet. Et donc les stratégies vont se baser principalement sur deux instruments différents, donc le satellite Athéna, qui devrait être en vol d'ici 2037. Donc ce qu'on espère, c'est qu'il y aura une partie du temps où LISA sera en vol qui sera la même que celle où Athéna sera en vol, pour observer donc des rayons X qui pourraient être associés aux mini-disques qui sont présents lors de fusion de binaires supermassifs. D'un autre côté, on va utiliser le télescope qui s'appelle LSST, donc qui est un télescope qui est actuellement, qui va prendre ses premières données là, cette année, qui devrait toujours être actif d'ici 10 ans, et qui lui va plutôt prendre des informations dans le domaine visible, et ce qui permettra donc d'observer le disque circumbinaire et ce qui se passe au moment, dans ce disque circumbinaire au moment de la fusion de trous noirs supermassifs. Et donc maintenant, pour essayer de trouver quels signaux associés à ce genre de fusion, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas de signal caractéristique et qui permettra d'avoir une décision décisive. Donc pour ce genre de suivi, il faudra construire un faisceau d'indices au fur et à mesure en identifiant des signaux lumineux avec Athéna et LSST qui permettront d'être sûrs de ce qu'on observe. Et donc identifier ces signaux, c'est le travail de Tess de Léna, qui je rends la parole. Merci. Du coup, juste avant de revenir sur comment est-ce qu'on a des signatures de binaires de trous noirs supermassifs, je vais juste dire pourquoi on les cherche. Donc, si on est capable de détecter des ondes gravitationnelles, on est capable de connaître l'évolution des trous noirs supermassifs depuis le début de l'univers. En détectant toutes les ondes gravitationnelles, on connaît leur masse. Du coup, on peut savoir comment ils ont évolué dans le temps. Si on est capable d'avoir une détection des ondes de l'émission électromagnétique, on peut étudier les phénomènes d'accrétion, donc comment la matière tombe dans ces binaires de trous noirs supermassifs, et notamment dans des champs relativistes forts qu'on ne connaît pas autrement. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des trous noirs supermassifs qui n'ont pas d'activité, comme les trous noirs supermassifs au centre de notre galaxie, et des trous noirs qui ont une activité avec le G. Et une hypothèse, c'est que le déclenchement de l'activité des trous noirs, c'est quand les trous noirs fusionnent. Du coup, observer la fusion de galaxies et la contrepartie électromagnétique, ça permettrait de tester cette hypothèse. Et si on est capable d'avoir à la fois les ondes gravitationnelles et la contrepartie électromagnétique, on pourra étudier non pas seulement l'évolution des trous noirs supermassifs, mais leur coévolution avec leurs galaxies hautes. En théorie, c'est aussi des observations qui les intéressent, parce que ça permettra de faire des tests sur les théories de la gravité, et notamment avoir le délai entre l'arrivée du signal gravitationnel et l'arrivée du signal électromagnétique. Ça permet de calculer par exemple la masse du graviton. Et ensuite, on a parlé tout à l'heure de l'extension de l'univers. Les ondes gravitationnelles, elles nous donnent la distance de la source, et la contrepartie électromagnétique, elle nous donne à quel point cette source elle est en train de s'éloigner de nous. Donc ça nous donnerait un nouveau type de mesure de l'expansion de l'univers. C'était ce qu'on avait appelé tout à l'heure la constante de Hubble. Donc ça donnerait une mesure indépendante et ça permettrait d'étudier le problème de quelle méthode qui mesure la constante de Hubble est la bonne. Du coup, pour les détections de trous noirs supermassifs, il y a plusieurs hypothèses. Tout ce que je vais vous dire, il n'y a que des candidats binaires de trous noirs supermassifs. On n'a aucune détection où on est sûr. Du coup, la première chose ici, c'est de se dire que l'émission qui est associée par la matière autour de chaque trou noir, ça fait des raies d'émission toutes fines comme ça dans le spectre.
Mais si le trou noir il est en mouvement, ça fait un mouvement orbital, et du coup c'est l'effet Doppler, exactement comme le son. Quand il y a un son qui se rapproche, la fréquence diminue, et quand le son s'éloigne, la fréquence augmente. Du coup là c'est pareil. Quand le trou noir supermassif il se rapproche de nous, on va avoir un décalage vers le bleu, et quand il s'éloigne, un décalage vers le rouge. Donc ça pourrait être une première façon de détecter une binaire, c'est d'avoir des raies qui se décalent vers le rouge et vers le bleu de manière périodique. Ensuite, si les trous noirs supermassifs ils sont encore plus proches, l'effet Doppler qui est ici, c'est juste le décalage en fréquence, mais en relativité générale, il y a un boost relativiste en plus. Donc quand le trou noir se rapproche, en plus que la fréquence est décalée, il y a un boost du flux. Du coup, l'émission, elle augmente. Et quand le trou noir s'éloigne, par exemple ici, l'émission diminue. Du coup, suivre aussi des périodicités dans le flux, ça pourrait nous donner des indices sur le fait que c'est une zone qui est en mouvement orbital dans une binaire. Ensuite, les lentilles gravitationnelles, donc ça c'est des effets purement relativistes. Quand il y a un trou noir supermassif qui passe devant l'autre trou noir supermassif, la lumière va être déviée, et donc les rayons lumineux de derrière vont pouvoir arriver jusqu'à l'observateur ou l'observatrice, et du coup on a des flares périodiques d'émission. Donc là c'est encore des périodicités de la lumière qui sont liées au mouvement orbital. Tout à l'heure, on a montré cette image qui est un des modèles les plus utilisés pour étudier les binaires de trous noirs supermassifs, avec le disque circumbinaire. Les forces de marée, elles ont ouvert une cavité, et la matière, elle continue à tomber sur chacun des deux trous noirs et former des mini-disques. Et du coup, ça donne à la fois une signature spectrale. En fait, la matière qui manque ici, elle peut manquer dans le spectre, là. Donc, c'est une toute petite encoche. Mais du coup, l'émission de cet objet est différente de l'émission d'un trou noir isolé. Et ensuite, on a encore des périodicités. Donc en haut, c'est ce que vous avez déjà vu, c'est juste le signal de l'onde gravitationnelle. Donc ça vous donne la périodicité des deux objets en train de tourner l'un autour de l'autre. Et en dessous, c'est l'accrétion, donc comment la matière tombe sur les trous noirs. Et plus la matière tombe sur les trous noirs, plus elle émet de la lumière. Donc ça, c'est le signal électromagnétique avec deux périodicités. La première, c'est juste la période orbitale. Donc l'accrétion, elle a lieu avec la période orbitale. Et il y a une deuxième grosse périodicité qui est un effet qui peut être interprété par le fait que dans les simulations, on voit qu'il y a une surdensité. C'est juste une boule de matière qui tourne à l'intérieur du bord du disque circumbinaire. Et quand il est au même endroit que les flots d'accrétion, l'accrétion est plus forte. Tout ça, c'est des exemples de signatures observationnelles qu'on cherche pour détecter des binaires de trous noirs supermassifs. Et moi, dans ma thèse, j'ai étudié un autre moment. Du coup, j'ai étudié un disque d'accrétion et j'ai regardé quelle est l'influence gravitationnelle du trou noir compagnon sur le disque d'accrétion. Donc, en fait, on est dans des phases de l'émission d'onde gravitationnelle qui est au début. Du coup, à ce moment-là, l'émission d'onde gravitationnelle, elle est faible, donc les deux trous noirs, ils se rapprochent lentement l'un de l'autre. Du coup, en fait, c'est pas LISA, le détecteur d'onde gravitationnelle. Donc ça, c'est ce que Pierre-Alexandre vous a montré tout à l'heure. Et ça, c'est LIGO Virgo, c'est le détecteur d'onde gravitationnelle pour les objets contacts de masse stellaire. Ça, c'est une fréquence assez haute parce que c'est des masses assez faibles. Si on augmente la masse, on diminue la fréquence. Et maintenant, on va écarter les deux trous noirs et ça diminue encore la fréquence. Et dans ce cas-là, c'est les pulsar timing arrays. Alors là, la détection des ondes gravitationnelles, elle utilise plein de pulsars dans notre galaxie qui ont un champ magnétique qui n'est pas aligné avec leur axe de rotation. Donc du coup, leur champ magnétique, il tourne, et le long de ce champ magnétique, il y a un signal électromagnétique puissant, et c'est ça qu'on détecte en pulse. En fait, à chaque fois que le champ magnétique il est aligné avec nous, on reçoit un pulse d'émission électromagnétique, et c'est des objets qui sont extrêmement stables, avec une période qui est toujours la même, et du coup, on se rend compte qu'il y a une onde gravitationnelle qui est passée dans la galaxie, parce que les pulses n'arrivent pas au temps où on les avait attendus. Donc avec les pulsar timing arrays,
on pourrait détecter des ondes gravitationnelles. Pour le moment, il y a un signal qui a un bruit de fond qu'on peut interpréter comme la superposition des ondes gravitationnelles émises par une énorme population de trous noirs supermassifs. Et dans le futur, on s'attend à pouvoir aussi détecter des sources individuelles qui seraient plus massives et plus proches de nous, et du coup qui sortiraient de ce bruit. Ah oui, pardon. Il y avait une illustration pour les pulses qui arrivaient de manière très régulière. Du coup, dans ma thèse, ça c'était ce qu'on vous avait montré plutôt des trous noirs supermassifs qui émettent des ondes gravitationnelles détectables par l'ISA, mais nous on est avant. Donc en fait, on a un trou noir supermassif et son disque d'accrétion, et il y a un autre trou noir supermassif qui commence à s'approcher. Donc le disque d'accrétion qui est là, on va voir comment est-ce qu'il est perturbé par la présence du deuxième trou noir qui est ici. Et du coup, c'est les simulations numériques que j'ai fait dans la première partie de ma thèse. Du coup, ça, c'est des outputs des simulations. Le trou noir supermassif, il est au centre. Le trou noir compagnon, il est là. Et ça, c'est le disque d'accrétion. Là, j'ai montré la densité. Donc ici, il y a une forte densité, c'est du disque. Et puis ici, la densité, elle a été divisée par 1 million. Donc en fait, c'est du vide. Et ici, du coup, dans cette vidéo, je montre l'influence qu'a le trou noir compagnon à différents rapports de masse. Donc ici, c'est un trou noir compagnon qui a la même masse que le trou noir central. Ici, il a une masse qui est divisée par 3, divisée par 20 et par 200. Du coup, on voit que le trou noir compagnon, il a 3 effets sur le disque. Par rapport à ici, toute la matière des parties externes, elle est partie. On dit que le disque, il a été tronqué. Le disque, il devient elliptique, alors que ici, il était circulaire. Et on voit qu'il y a des bras spiraux qui apparaissent dans le disque. Donc c'est une spirale avec 2 bras de chaque côté. Et la deuxième partie, donc maintenant qu'on a l'impact du trou noir compagnon sur le disque d'accrétion, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'émission de ce disque-là, il peut être différencié de l'émission d'un disque d'accrétion autour d'un trou noir isolé? Et donc, est-ce qu'on est capable, dans les observations, de distinguer une binaire de trou noir supermassif d'un trou noir isolé? Et moi, je me suis concentrée plus particulièrement sur l'arrêt du fer. Et la question, c'est toujours la détectabilité. Donc, est-ce qu'on a des instruments qui peuvent effectivement l'observer et différencier? Du coup, l'arrêt du fer, c'est une observation qu'il y a dans plein de noyaux actifs de galaxies. On l'observe dans plein de trous noirs supermassifs. Et ça se produit parce qu'il y a les photons du disque d'accrétion, qui sont des photons thermiques, principalement dans l'optique, l'UV, qui passent dans un plasma d'électrons très chaud et très peu dense. Et là, ils sont diffusés à haute énergie. Donc ça va jusqu'au rayon X. Ça va directement vers nous et ça fait un spectre en loi de puissance. Mais il y a une partie des photons qui reviennent vers le disque. Dans le disque, il y a des atomes de fer froid. Quand ils reçoivent un photon très énergétique, ils sont excités. Et pour se désexciter, ils peuvent émettre un photon de l'arrêt du fer. Et du coup, ça donnerait un pic ici à 6,4 kV. Normalement, c'est tout fin. On devrait observer un pic à exactement 6,4 kV. Mais en fait, on observe plutôt des raies élargies. Et ça, l'élargissement de l'arrêt, ça peut s'expliquer par la présence du trou noir central et les effets relativistes qu'il fait. Donc, le trou noir central, il y a des effets Doppler en fonction si la matière, elle vient vers nous ou elle s'en va. Donc ça élargit vers le rouge et vers le bleu. En plus de ça, le trou noir central, il a tendance à tout rougir ce qui s'échappe de lui, parce que du coup, il y a une énergie gravitationnelle pour s'extraire de son champ. Et les rayons lumineux sont courbés. Du coup, cette vidéo, elle montre comment est-ce que des photons se comportent autour de trous noirs. C'est plus des lignes droites. Mais du coup, les photons tournent. Et du coup, les photons sont déviés par le potentiel du trou noir central. Du coup, sur la droite, vous avez une image de disque d'accrétion en version classique, et en bas, une image d'un disque d'accrétion relativiste. Et du coup, il y a le disque d'accrétion, les photons qui sont ici vus,
ils viennent de derrière le trou noir supermassif et les rayons étaient courbés pour former cette partie et cette partie. Et du coup, la deuxième partie de ma thèse, ça a été de faire ces calculs relatifs pour calculer le profil de l'arrêt du fer. Et du coup, savoir si les changements structurels du disque peuvent être détectés dans l'arrêt du fer. Et voilà. Ça passe pas. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre connaissance, pour faire cette recherche, pour partager tout ça avec nous. Je pense que nous avons 10 minutes pour questions, pour commentaires, comme vous voulez, en français, en anglais. Pas en public, seulement pour moi. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des suggestions? Vous avez un petit peu de temps de penser. J'ai une question, mais totalement pas sur les trous noirs. Vous avez montré avec Rama, il y a 18 pays qui contribuent, les détecteurs sont à Europe, à Japon, etc. Est-ce qu'il y a des défis, des difficultés de travailler comme ça à l'échelle internationale avec toutes ces institutions de ces pays? Alors, pour la Govirgo, c'est des consortiums qui sont créés il y a longtemps, donc maintenant les gens s'habituent à travailler entre eux. Pour Grandma, oui, ça a été difficile au début de déjà convaincre tout le monde, parce qu'au final, c'est juste de la mise en commun de ressources, et s'il n'y a pas de détection multimessager, c'est des gens que ça peut frustrer. Mais oui, donc c'était aussi une difficulté de mettre tout le monde d'accord et de faire aussi comprendre quelles étaient les stratégies et d'entraîner les gens aussi à participer à la collaboration. Parce qu'il n'y a pas que les observations, il y a aussi justement tous les systèmes de chiffres qui ont dû être mis en place pour que les gens puissent alerter les observatoires qui étaient disponibles quand il y avait une alerte intéressante et tout. Donc oui, c'est beaucoup de travail humain aussi en main qui est fait. Merci. Je pense que c'est important de souligner qu'il y a des sciences, mais il y a d'autres aspects aussi. Bonjour, merci pour cette présentation. À un moment, là, tu montrais deux galaxies qui sont. Deux galaxies qui collapsent. Il me semble que ça a bougé. Je me demandais, c'est quoi les échelles de temps? Pour la fusion des galaxies, c'est. De l'observation, c'est quoi l'échelle de temps? Ah non, du coup, j'ai pas la question. Là, ils se rapprochent toutes les deux, c'est une observation, c'est ça? Alors ça, c'est une simulation. Ok. Après, ils stoppent la simulation. Et du coup, en fait, ils montrent que ce qu'ils voient dans les simulations est effectivement observé par une observation. Mais ça, du coup, en fait, ça dure des centaines de millions d'années. Donc, en fait, à chaque fois, c'est que des observations de galaxies différentes. C'est des objets différents. Et là, du coup, c'est une vision un peu artistique de expliquer des observations avec les simulations. Et ils les ont mis ensemble dans une vidéo. D'accord, on voit pas, c'est pas une dynamique qui a été Non. Ce phénomène, il est juste une de comment est-ce que ça pourrait se passer et se développer. C'est pas forcément prévu que ce soit quelque chose qui approche. Alors, nous, on est en train de presque fusionner avec notre galaxie voisine. Donc, c'est peut-être moins supermassif qui ont déjà été observés. Alors, du coup, ça, c'est la fusion des galaxies. Du coup, ça, on l'a observé. C'est prédit par une théorie. On l'a observé. Mais par contre, ce qu'on n'a pas observé, c'est les trous noirs supermassifs qui sont là au centre de la galaxie à des échelles encore extrêmement petites par rapport à la galaxie. Yes. Ah, ok. M'entends là? Ouais. Je voudrais savoir,
Au niveau, est-ce qu'ils font des études, enfin, au niveau du CERN, est-ce qu'ils voient ce genre de réaction dans leur collisionnaire de particules? Du coup, au CERN, ils font des collisions de particules. Oui. Donc, c'est une échelle infiniment petite. Voilà, ouais. Et ça, c'est une échelle infiniment grande. Mais à l'échelle infiniment petite, est-ce que ça simule la même chose? Ça pourrait ou pas? Alors ça, moi, j'ai aucune idée. Mais je crois pas. En fait, c'est... Alors en fait, ce qu'il y a au CERN, donc c'est l'étude de physique des particules, et donc c'est des choses qui se produisent aussi dans l'univers, mais c'est pas du tout les mêmes forces qui sont étudiées. Au CERN, on étudie plutôt les forces nucléaires, les forces nucléaires fortes et faibles. Là, on a plutôt parlé de ce qui est plutôt lié à la gravitation, à l'électromagnétisme. Donc, au CERN, ils étudient c'est de la physique assez différente de ce qu'on vient de faire. Une question comme ça. Non, ouais. Bonsoir, merci. Est-ce que vous diriez qu'on est proche de découvrir les gravitons, la particule de gravitons avec ces observations astronomiques, notamment grâce à ces nouveaux télescopes? Ouais, du coup, ça, c'était une question par rapport à pourquoi on fait ça. Bon. Je sais pas du tout. Moi, je fais pas ces théories sur la gravitation. Du coup, nous, on a comme hypothèse de base que la relativité générale, c'est vrai. Et au pire, on simplifie la relativité générale en newtonien. Par contre, c'est quelque chose en fait, on va faire des observations qui vont permettre de tester des théories. Du coup, en fait, on peut pas savoir avant d'avoir ces observations si ça écarte ou pas des théories, si là, c'est le nouveau, enfin, l'amélioration qu'il y a dans le fait de détecter à la fois les ondes gravitationnelles et la contrepartie électromagnétique pour les trous noirs supermassifs, c'est qu'ils sont beaucoup plus longs. En fait, quand on le faisait avec des objets plus locaux, on sonde des distances qui sont beaucoup plus faibles. Du coup, en allant chercher plus loin, ça va donner des nouvelles informations. Mais moi, je sais pas du tout à quel point ça va valider ou invalider des modèles de théorie. Ah, si, je peux un petit mot aussi. Donc pour le graviton, je sais qu'il y a aussi des recherches qui sont faites directement sur les ondes gravitationnelles. L'existence de gravitons, ça laisse, dans certaines théories de gravité modifiées, laisse des traces dans les phases des ondes gravitationnelles. Donc ça, il y a eu des recherches qui ont été faites dessus, il n'y a rien qui a été trouvé. Donc pour l'instant, il y a déjà quand même des limites, des peurs limites qui ont été mises sur l'existence au moins sur la masse du graviton avec ces observations-là Gauguin. Il y a deux autres questions et je pense que depuis ces deux questions, votre réponse, on peut terminer. Première question. Je voulais savoir si on peut comprendre la fusion entre les trous noirs et les étoiles à neutrons à cause de la masse qui est en train d'accréter dans les trous noirs. Selon les méthodes pour savoir différencier entre les deux. Alors, pour les trous noirs stellaires, en fait, il y a les listes d'accrétion sont beaucoup plus petites. Et en fait, les masses sont tellement différentes. Alors, en général, pour les fusions de trous noirs dans la Virgo, elles sont plutôt de l'ordre de la dizaine de masses solaires. Donc, le signal est très très court. Les fusions d'étoiles à neutrons, les signaux sont beaucoup plus longs parce que les masses sont beaucoup plus légères. Ça va jusqu'à quelques dizaines de secondes. Donc, pour différencier entre fusion de trous noirs et fusion d'étoiles à neutrons, il n'y a pas trop de soucis. Il commence à y avoir des soucis maintenant parce qu'on a vu au moins une fois ou deux des signaux de trous noirs très légers, assez proches. Et ça, en fait, c'est un vrai défi de comprendre ce que sont ces objets. Parce que comme il n'y a que l'effet gravitationnel, on a du mal à... En fait, deux objets qui ont la même masse sont distinguables quand ils émettent une onde gravitationnelle. Pour peu qu'elles soient détectables. Donc, oui, alors pour le coup, là, il y a des problèmes, mais c'est plutôt ça. Est-ce que c'est des étoiles à neutrons extrêmement massives ou est-ce que c'est des trous noirs extrêmement légers ou les plus légers dans certains cas, oui, il y a des problèmes, ce qu'on appelle le mass gap dans la Virgo. Merci beaucoup. Je sais pas si tu avais un truc à... Non. Alors moi, je garderai des questions techniques pour la défense. Non, c'était une question Parle de toi. Qu'est-ce qui t'a le plus plu du coup, dans ta thèse sur ce que tu nous as montré, etc. Qu'est-ce qui était le plus intéressant? Qu'est-ce qui t'a le plus
c'est sur les derniers. Moi, c'est le calcul, quand je vous ai montré ça. Ouais, du coup, c'est ça. C'est le calcul de la trajectoire des photons. Ouais. Du coup, c'est des calculs. Enfin, moi, j'ai fait en métrique de Churchill. Et du coup, c'est résoudre en approximation de la métrique de Churchill pour derrière avoir un code qui permette de calculer en fonction de l'endroit où les photons ont été mis, comment est-ce qu'il arrive dans le détecteur. Bah, il y a eu toute une partie à la main, ouais, des dizaines de pages pour résoudre l'équation. Ça, c'était vachement bien. Et après, on est passé au code. Et là, c'était plus les bugs, beaucoup moins rigolo. Non, c'est juste pour signifier que faire tous ces calculs par un travail à la main, ça me semble un travail titanesque. Ouais, bah après, ça. C'était pas forcément une question, c'était plus une Ah oui, réaction par rapport à ce que tu okay. disais. Yes. Bah du coup, je ne réagis pas sur la réaction. Et donc, la même question pour moi. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ma thèse, c'était justement l'aspect, comme j'ai travaillé à la fois pour l'optique dans GRANMAR, donc l'analyse de données optiques et l'analyse plutôt vraiment des interféromètres eux-mêmes, et avoir deux types d'instruments complètement différents, ça c'était très intéressant, d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur différentes techniques et essayer de faire après l'interface entre deux mondes qui se parlent pas forcément et qui se comprennent pas forcément, parce que les gens qui travaillent dans la Go-Virgo n'ont pas forcément d'idée vraiment sur le travail, ce que c'est que faire une observation optique, et réciproquement les astronomes, ceux qui font vraiment les images et l'analyse visuellement en optique, ils maîtrisent pas forcément du coup tout ce qui est la partie analyse la Go-Virgo. Et ça, c'était intéressant de faire le point entre les deux. Merci. Une grande applaudisse une autre fois pour Lena. Merci pour avoir venu. La prochaine fois, ce sera le soir mai, ce sera hier à l'histoire de sciences. C'est un peu différent aussi. Et un grand merci à tout le monde qui travaille de Fleureuse. Et chaque mois, nous sommes là. Et moi. Merci beaucoup. J'éteins.